Rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 2 mars 2021. Tout d'abord, les titres. Les combats signalés depuis 5 jours dans la forêt de la Kibira ont cessé ce mardi. Toutefois, des va-et-vient des militaires s'observent toujours dans cette localité. 4 sites ont été érigés en province Muyinga pour prendre en charge plus de 6000 personnes qui souffrent de plaies ulcéreuses. Malgré les inondations provoquées par le débordement des eaux du lac Tanganyika, les constructions de certaines maisons se poursuivent tout au long de ce lac. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndemurukundo est à la cabine au son et Mesteve Nyungeko assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Les combats qui se déroulaient depuis 5 jours dans la forêt de la Kibira, reliant le Burundi et le Rwanda, ont cessé à partir de ce mardi. Toutefois, les habitants résidant aux alentours de cette forêt signalent des va-et-vient des militaires qui leur obligent parfois de les aider à transporter des effets militaires. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Des coups de feu qui se faisaient entendre au niveau de la réserve naturelle de la Kibira, située entre le Burundi et le Rwanda, avaient débuté dans l'après-midi de jeudi de la semaine dernière. Ce climat d'insécurité est dû à une attaque menée le même jour sur le territoire rwandais par les rebelles du Front de Libération Nationale FLN en sigle. Certains éléments de ce mouvement armé se sont repliés dans la forêt de la Kibira, côté commune Mabaye, sur le territoire burundais, tandis que d'autres se sont dispersés dans la forêt de Nyungwe, côté rwandais. Les habitants proches de la Kibira affirment que les rebelles du FLN et ceux des FDLR qui combattent le pouvoir de Kigali mènent souvent des attaques sur le sol rwandais et se replient vers le Burundi. Les habitants de la localité disent qu'ils n'ont pas entendu beaucoup de coups de feu depuis la nuit de ce lundi, même si les militaires burundais continuent à fréquenter cette réserve naturelle, obligeant même aux habitants de les aider à transporter leurs bagages. Le climat est calme à l'heure où je vous parle. Seulement, on voit des militaires qui continuent à y aller en grand nombre. Vers minuit, on a entendu quelques coups de feu. Nous pensons que c'était des militaires qui croyaient qu'ils étaient attaqués. Entre-temps, certains habitants ont peur du fait qu'ils sont contraints à transporter des vivres ou des effets militaires comme en temps de guerre. Sinon, la situation est pour le moment calme. Jusqu'à ce lundi, le bilan faisait état de 6 combattants du mouvement FLN et 3 militaires burundais tués au cours de ces affrontements. L'armée burundaise aurait également enregistré 6 blessés dans ses rangs. Des informations pourtant non confirmées ou infirmées par l'armée burundaise. Merci Emmanuel Nyungeko. Et en page droit de l'homme, le chef des Imbonerakure de Gihanga fait la pluie et le beau temps à sa guise dans cette commune de la province Bubanza selon la population. Ce militant influent du parti CNDD-FDD s'est approprié de force un champ de riz d'un citoyen de cette localité et les autorités administratives n'ont pas réagi. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous allons y revenir si le temps nous le permet. Toujours en page droit de l'homme, les administratifs ainsi que le procureur au chef-lieu de la province Cibitoke devraient sortir du silence et aider la famille d'Ondikumana alias Shoferi qui est introuvable depuis son enlèvement par des Imbonerakure depuis le 16 février. Réaction du vice-président du réseau des citoyens probes, Gervais Nibigira, indique qu'il est déplorable que les institutions ne soient pas préoccupées par l'assassinat ou la disparition d'un citoyen. Suivez Gervais Nibigira. Et nous avons entendu l'assassinat du citoyen d'Inodon de Kumana, nommé chauffeur qui a été assassiné en province de Cibitoke, tout près de l'industrie d'Istima Bousseko. Il était accusé d'être voleur. Et d'abord, il est regrettable d'entendre qu'une personne peut être tuée par simple soupçon qu'il est voleur. Et il est regrettable alors d'entendre que dans un pays où il y a les corps de force de sécurité, il y a l'administration, il y a la justice, une personne peut être tuée, mais qu'il n'y ait aucune enquête
pour savoir celui qui a tué cette personne. C'est pour nous demander qu'il y ait une enquête pour savoir les mobiles de son assassinat. Nous aussi nous demandons à la justice surtout, même au ministère public, et pour diligenter les enquêtes, étant donné que la loi le permet et la loi aussi oblige au ministère public de faire des enquêtes lorsqu'il y a des tueries. Et nous demandons aussi qu'il y ait le respect des droits de l'homme sans considération partisane de partis politiques ou d'autres, mais aussi de renforcer surtout les enquêtes pour qu'il y ait la lumière sur cet assassinat. Aussi nous demander alors de rendre le corps et à la famille pour qu'il y ait un enterrement digne de la personne qui a été tuée. Et en page justice, 2 autres présumés coupables ont été arrêtés dans le dossier de l'assassinat de Thierry Kougimana. C'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mouriquier, qui l'a annoncé l'après-midi de ce mardi. Selon Pierre Mouriquier, ces 2 présumés coupables vont être remis à la justice. Suivez Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Par rapport à l'enquête relative à l'assassinat d'un certain Kougimana Thierry, qui est survenu dans la nuit du 24 au 25 novembre en 2020 à Gasekewe, ici à mairie de Bujumbura, le 20 février de cette année, la police avait fait une communication sur l'état des lieux de son enquête relative à cet assassinat et avait présenté les auteurs présumés, 2 hommes et sa propre épouse. Et le dossier a alors été transmis à la justice. C'est là où il est maintenant traité. Mais la police a continué l'enquête et a appréhendé ces derniers jours 2 autres co-auteurs de ce crime odieux, un certain Irakoze Olivier, qui a été localisé et vu par la police avec le téléphone du défunt un jour après la commission de cet assassinat. L'autre, c'est un certain Bigirimana Jean-Marie, surnommé Dagidje, lui qui a été appréhendé pour avoir dit à certaines gens qu'ils étaient partis commettre un crime, un deal, c'est le terme qu'il a utilisé, à Gasekewe, mais qu'ils n'avaient pas eu de l'argent, mais qu'ils avaient assassiné ni personne. Cela, il avait dit juste au lendemain de la commission de ce crime. Et au moment de la confrontation de ces auteurs présumés, eh bien, tous ont reconnu les faits. Et alors, ils vont être transmis à la justice pour que la justice continue son travail sur ce dossier. Pierre Mouriquier a ajouté que les enquêtes sur l'assassinat de l'époux de Christa Canezza vont se poursuivre. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page santé, le Burundi est reclassé par l'OMS Afrique dans la catégorie des pays à transmission communautaire d'incidence modérée de la Covid-19. Parmi les 2106 cas positifs rapportés, 1597 cas sont de transmission locale, soit 75,83%, ce qui confirme la circulation communautaire de la maladie à coronavirus. Le point avec Onésime de Shimagidze. Jusqu'au 23 février 2021, 2106 personnes ont été confirmées positives à la COVID-19 parmi les 144 353 personnes testées et 3 personnes sont décédées selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Parmi les 2106 cas positifs rapportés, 509 cas ont été importés, soit 24,17%, et 1597 cas sont de transmission locale, soit 75,83%, ce qui confirme la circulation communautaire de la COVID-19. Au regard de l'évolution actuelle de la situation épidémiologique qui est caractérisée par une résilience importante de nouveaux cas, notamment au sein de la population burundaise, selon l'Office de la coordination humanitaire des aides OCHA en sigle, le Burundi a été reclassé par le Bureau régional de l'OMS Afrique, passant ainsi de la catégorie des pays à transmission communautaire d'incidence basse à la catégorie des pays à transmission communautaire d'incidence modérée. Depuis le premier cas testé positif le 31 mars 2020, 54 353 tests ont été réalisés. Le gouvernement a déjà organisé 2 campagnes de dépistage de masse, l'une conduite le 6 juillet au 5 octobre 2020 et l'autre à partir du 11 janvier 2021.
Merci Onésime de chez Magidze. Plus de 6000 patients souffrent de plaies ulcéreuses dans la province Muyinga. Actuellement, 4 sites ont été érigés dans cette province pour prendre en charge ces malades. L'organisation MSF Belgique juge efficace le traitement utilisé pour le moment. Les détails avec Inosa Valentin Singilangabo. Les premières alertes concernant cette maladie de plaies ulcéreuses ont été lancées au mois de juin 2019 dans la province de Muyinga. Le rapport du bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA affirmait que cette maladie, qui n'est pas encore bien connue, a dans un premier temps été confondue avec les ulcères de Buruli. Selon ce rapport, les premiers échantillons prélevés en partenariat entre l'Institut national de santé publique, INSP, et Médecins sans frontières Belgique sont en cours d'analyse aussi bien dans un laboratoire à Anvers en Belgique qu'à l'INSP. Les résultats tant attendus de ces analyses permettront aux intervenants d'avoir une connaissance de la maladie et de mettre en place un protocole de traitement approprié. Actuellement, 4 sites appropriés accueillent les patients. Le site de Tangara a été installé dans la commune de Giterani avec 567 cas suivis ou traités. Le centre de santé de Gahararu a suivi 2280 cas. Le site de Kijumbura à Butihinda 2124 cas et le centre de santé de Mika 1865 cas. Pour traiter la maladie, le personnel soignant utilise des antibiotiques, procède au nettoyage des plaies et pose des pansements propres sur celles-ci pour éviter une surinfection. Ce traitement est jugé efficace. 89% des cas sont déclarés guéris et 13% ont abandonné leur traitement avant la guérison. On a toutefois enregistré 86 rechutes et 52 récidives. Une synergie des partenaires avec le gouvernement, aussi bien dans le rapportage des cas que dans la prise en charge de cas, est vivement souhaitée. Merci Nossa Valentin Singilangabo. De la page santé, passons à la page gouvernance. En plus de l'absence des contrats, les employés burundais de la société Angélique Internationale indiquent qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs salaires respectifs. Ils se basent sur la différence qui existe entre leurs salaires et ce que perçoivent les étrangers employés dans cette entreprise qui construit actuellement le barrage hydroélectrique sur la rivière Kawuranwa en province de Chibitoke. Plus de détails avec Eloge Divan, les Méchas. Les employés burundais de la société Angélique Internationale révèlent qu'ils touchent des salaires très bas par rapport aux autres employés de nationalité indienne. L'un des employés burundais s'explique. Un aide-maçon de nationalité burundaise est payé 3 000 francs bout par jour, tandis qu'un chauffeur reçoit 11 750 francs bout par jour. Ce qui est triste, c'est qu'un aide-maçon de nationalité indienne, lui, à part les $250 qu'il reçoit comme salaire mensuel, il est nourri, logé et soigné. Parmi nous, si quelqu'un tombe malade, on lui dit de rentrer et à son retour, on lui annonce qu'il a été viré. Tenant compte des traitements réservés à d'autres employés d'autres sociétés de construction, ces employés burundais de la société Angélique Internationale affichent leur colère. Nous avons beaucoup de problèmes, nous les employés burundais de cette société. Nous sommes franchement maltraités. Imaginez un chauffeur qui touche 11 000 francs par jour alors que dans d'autres sociétés de construction, à part qu'il est bien rémunéré, il a droit à une ration qui peut atteindre 20 à 30 000 francs par jour. Le barrage hydroélectrique que ces employés construisent actuellement produira de l'énergie électrique estimée à 20 MW. Le barrage prendra ainsi la tête du classement au Burundi devant celui de Guegura qui produit 18 MW. Revenons à la page droit de l'homme. Le chef des Imbonerakure de Gihanga fait la pluie et le beau temps à sa guise dans cette commune de la province Bubanza selon la population. Ce militant influent du parti CNDD-FDD s'est approprié de force un champ de riz d'un citoyen de cette localité et les autorités administratives n'ont pas réagi. Trésor Nyongabo nous fait le point.
Il répond au nom de Pasteur Hakizimana, chef des Imbonerakure de la commune Gihanga en province Bubanza. Les habitants du village 6 où il réside actuellement font savoir qu'il se surnomme Gihugu pour dire pays. Il bénéficie de l'impunité à cause de son poste au sein des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les sources de la RPA indiquent que mardi de la semaine écoulée, Pasteur Hakizimana a occupé de force un champ de riz appartenant à un certain Masabarakiza. Ce dernier l'avait acheté à un prénommé Gabriel, fils unique d'un certain Ngendandima. Le fils héritier du lopin de terre s'appelle Gabriel. C'est lui qui l'a vendu à Masabarakiza. Ça fait presque 12 ans que ce vieil homme cultive son champ. Les habitants du village 6 de la commune Gihanga indiquent que Pasteur Hakizimana alias Gihugo avait mis sur pied un montage afin d'accaparer le champ, mais il n'a pas réussi à le faire. Il a cherché d'autres personnes qui pouvaient attester qu'il est le frère de Gabriel. Mais comme les parents de ce dernier étaient catholiques et que leur nom et celui de leur fils unique étaient enregistrés à l'église, son plan a échoué. Après s'être rendu compte que son complot a essuyé un échec, le surnommé Gihugu a décidé de déployer des Imbonerakure sous ses ordres pour aller intimider les véritables propriétaires. Le surnommé Chiza ou encore Gihugu a par la suite envoyé un émissaire afin de stopper les activités agricoles dans son champ et a commencé à semer le riz à son tour. Par après, il a envoyé ses amis Imbonerakure pour aller provoquer les propriétaires. Les habitants de la commune Gihanga demandent aux autorités au plus haut sommet de suivre de près ce chef d'Imbonerakure car, affirme-t-il, les autorités locales se sont avérées impuissantes. Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons part d'autres complots mis au point par le surnommé Gihugu pour contrôler l'association des riziculteurs, autrefois appelée Molimigiri Jambo, avant qu'il ne la baptise Urumurimwi Terambere. Merci Trésor Nyongabo. À présent, page environnement. La population et les organisations de protection de l'environnement dans la région sud du Burundi commencent à répondre à l'appel de la protection du lac Tanganyika. Ils ont commencé à planter des arbres dans la zone tampon. Les autres ont été contraints de quitter cet espace à cause du débordement des eaux du lac. Rachel Kagissier. L'une des localités dans lesquelles on a commencé la plantation des arbres sur les bords du lac Tanganyika, c'est Gifuruzi, situé sur la colline Mugelama de la zone Nyanzarake. La population, en collaboration avec les associations de protection de l'environnement, sont en train de planter ces arbres dans les zones tampons selon ce riverain. À Nyanzarak, on est en train de planter des arbres tout au long du lac Tanganyika, mais certaines maisons n'ont pas encore été détruites, sauf celles qui ont été détruites par l'eau du lac. Les habitants de ces localités, surtout ceux qui ont construit sur les bords du lac Tanganyika, ont compris l'importance de cette activité car personne parmi eux n'a refait la même erreur. Les propriétaires des maisons se trouvant au bord du lac Tanganyika ont compris que rien ne sert à continuer d'y construire car l'eau du lac va tout démolir comme le débordement se poursuit. Chez nous, à Rumonge, le gouverneur a décidé que si une maison est emportée par l'eau, elle ne va pas être reconstruite sauf si on respecte les 150 mètres de distanciation exigés par la loi. Cette plantation d'arbres se fait une distance de 150 mètres du lac Tanganyika. C'est après que l'eau de ces lacs ait emporté des maisons se trouvant à ses bords suite au non-respect de cette distance comme l'indique la loi ministérielle. Merci Rachel Kagissier. Toutefois, les constructions de certaines maisons se poursuivent tout au long du lac Tanganyika et pourtant, ces derniers jours, la plupart des constructions sont victimes des inondations provoquées par le débordement des eaux de ce lac. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Au quartier Kabondo Ouest, par exemple, si la route appelée Avenue du Bonheur, ceux qui construisent des maisons continuent leurs travaux au moment où des maisons proches ont été inondées par
de l'eau. Dans cette même localité, d'autres ménages ont opté par la protection de leur maison par des sacs de sable. Même Sondocloche, côté Kinindo Ouest et Kibenga Lilar, la RPA a fait un constat ce matin. Les murs des maisons étaient en construction alors que d'autres maisons érigées à proximité avaient été inondées par l'eau du lac Tanganyika. Les informations recueillies au quartier Kibenga Lilar révèlent que certaines conditions sont exigées pour avoir l'autorisation de construction d'une maison et du clientélisme ne manque pas dans l'octroi de ces autorisations. Pour contrer certaines personnes indésirables, nos sources nous ont révélé que les administratifs à la base exigent l'autorisation délivrée par le ministère de l'Environnement. La plupart des avenues sont actuellement caractérisées par des étendues d'eau, ce qui les rend souvent impraticables. Vous saurez que certaines maisons occupées par des personnes, par des bistrots ou par des églises ont été inondées par cette eau du lac Tanganyika. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Voilà, c'est ici la fin du journal de ce mardi 2 mars 2021. Merci de votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.